L'Égypte. La fascination exercée par cette terre et l'extraordinaire civilisation née ici il y a plusieurs milliers d'années continuent d'inspirer les peuples du monde entier. Les trésors artistiques et archéologiques qu'elle renferme sont inestimables. Ils témoignent de la grandeur d'un peuple qui a marqué l'une des périodes les plus splendides de l'aventure humaine. Luxor, Memphis, Abou Simbel, ces sites sont un écho puissant de la magnificence de l'Égypte. Mais bien plus encore, c'est le plateau de Gizeh qui rend le plus bel hommage à cette splendeur. Un lieu merveilleux, empreint de mystère, où l'impossible est devenu réalité. Les pyramides s'imposent à nous, majestueuses et reflètent la noblesse d'esprit de ceux qui les ont érigées. Rien n'égale cette vue. Grâce à la pureté de leur forme et à la puissance que dégage la vue d'ensemble, les pyramides éclipsent littéralement le reste du panorama. Ces superbes œuvres évoquent l'harmonie, l'intelligence, la maîtrise des techniques de construction, mais surtout l'amour et le dévouement d'un peuple en quête d'idéaux. Un amour si fort qu'il a eu raison des obstacles techniques les plus insurmontables pour célébrer ce vers quoi tend tout homme, l'immortalité. C'est dans la forme des pyramides que leur idéal prend son sens le plus pur, symbolisé par la précision mathématique de sa géométrie et de ses alignements. Couronnée de succès, la réalisation de ces édifices qui célèbrent de si grandes aspirations élève ses bâtisseurs au rang de véritables intellectuels. Qui étaient donc ces hommes ? Avec quels outils ont-ils réussi à réaliser un projet d'une telle complexité, étant donné les connaissances techniques et l'environnement de l'époque ? Ces questions nous mènent à une expérience particulièrement intéressante à réaliser aujourd'hui, dans une ère dominée par les divisions, les contrastes et la décadence des valeurs. Les pyramides, elles, seront toujours là pour nous rappeler qu'un jour, sur cette terre, ont régné l'harmonie et une véritable entraide humaine. L'harmonie et l'entraide, voilà ce qui a permis de créer ces édifices. Ils nous rappellent ce dont nous serions capables si seulement nous pouvions retrouver le chemin de ces deux valeurs. Le Nil, c'est lui la véritable âme de l'Égypte. Depuis des milliers d'années, il coule vers le nord du pays pour irriguer les plaines désertiques. Le long de ses rives, de larges bandes verdoyantes s'étendent pour permettre aux cultures et aux élevages de prospérer. Jusqu'à il y a quelques décennies, les plaines étaient régulièrement inondées, ce qui avait pour résultat de fertiliser la terre. Depuis toujours, la population égyptienne vit au gré des crues qui rythment le cycle des saisons et a appris à en tirer le meilleur parti. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre l'impact qu'avaient les crues à l'époque en observant les terres situées en dehors de la zone fertile, peuplée et cultivée. Loin des rives, le paysage est inhospitalier. À perte de vue, les pierres et le sable sont brûlés par un soleil de plomb. Malgré cet environnement hostile, ou peut-être grâce à lui, une civilisation est née ici même, y a prospéré et a laissé un héritage qui aujourd'hui encore force le respect. Ces édifices ont été créés dans un contexte dénué de toutes les technologies dont nous ne saurions nous passer aujourd'hui.
force est de constater le contraste entre les conditions de l'époque, extrêmement difficiles, et l'ambition qu'implique un tel projet. C'est ainsi qu'une forme d'intelligence supérieure a vu le jour pour mettre au point la technologie qui rendrait le projet réalisable. Ce phénomène, peut-être parce qu'il résulte de l'adversité et de circonstances uniques, a peu à peu disparu au fil des millénaires. Tout ce qui reste aujourd'hui, c'est le fruit de cette réflexion. Il témoigne de la grandeur d'une civilisation qui, sans se laisser intimider par les difficultés rencontrées, n'a jamais perdu de vue son objectif ultime. Le plateau de Gizeh et le complexe monumental formé par les trois pyramides font depuis toujours réfléchir les hommes les plus intelligents et les plus ambitieux qui tentent de comprendre les techniques de construction utilisées par les Égyptiens de l'Antiquité. Toutes époques et toutes cultures confondues, des hommes ont confronté leurs idées sur la complexité des obstacles qu'a dû surmonter l'architecte responsable de la construction des pyramides. Soulignons que la difficulté du projet et les conditions dans lesquelles il a été réalisé ont posé de nombreux problèmes. Même aujourd'hui, pour ceux qui ont reçu une formation spécifique à ce type de construction dans un tel environnement, la solution n'est pas facile à trouver. En effet, la taille et la complexité de ces monuments requièrent des paramètres extrêmement précis. Prenons l'exemple de la pyramide de Khéops. Sa base carrée mesure approximativement 230 mètres de côté, pour une superficie totale de 52 900 mètres carrés. En soi, la hauteur de cette pyramide est déconcertante. À l'origine, elle faisait 147 mètres de haut. Aujourd'hui, elle mesure 137 mètres. Le site de Gizeh comporte, comme vous le savez, deux autres pyramides. La seconde, en ordre de taille, est celle de Képhren. Sa base fait approximativement 210 mètres de côté et elle culmine à 136 mètres. La troisième pyramide, celle de Mykérinos, a beau être la plus petite, ses dimensions sont tout aussi respectables. Elle fait 65 mètres de haut pour une base de 108 mètres de côté. Les blocs de pierre visibles sur les premières assises partant de la base sont tout ce qui reste du parement d'origine. Ce sont des blocs de granit rose qui proviennent d'Assouan et qui ont la particularité d'être taillés en biais. Revenons à la grande pyramide. Pour une construction aussi colossale, il est d'autant plus remarquable de constater l'extrême précision des alignements. La face nord est parfaitement orientée vers le nord géographique. Par conséquent, les trois autres faces sont orientées sur les trois autres points cardinaux. L'orientation des passages intérieurs vers certaines étoiles du firmament est elle aussi d'une exactitude étonnante. Mais ce ne sont là que quelques-unes des merveilles que recèle cet incroyable édifice. La grande galerie, la chambre de la reine, le djed, ou chambre de décharge, et la chambre du roi, située juste en dessous, sont autant de prouesses dont la géométrie et la perfection mathématique forcent le respect. Jusqu'à présent, de nombreuses hypothèses, à la fois théoriques et pratiques, ont été avancées pour expliquer les mystérieuses techniques employées par les Égyptiens lors de la construction de ce majestueux édifice. Mais une chose est sûre, bien qu'il existe de nos jours de nombreux exemples de constructions aussi massives, il serait aujourd'hui encore très difficile d'ériger un monument aussi précis que la pyramide de Khéops.
Diomedi, un Italien originaire de Civitanova Marche, a un passé professionnel très dense qui l'a mené à assurer différents postes de chef d'entreprise. Il a travaillé dans le secteur des petites et moyennes entreprises, puis dans celui du bâtiment. C'est parce qu'il a été confronté à des problèmes similaires à ceux posés par la construction de la Grande Pyramide qu'il s'est intéressé au sujet. Comme tant d'autres avant lui, il a décidé de se mettre à la place de l'architecte qui a eu la responsabilité de donner vie à ce projet monumental. En s'aidant de la logique et de son intuition, il a bien voulu tenter de résoudre cette énigme millénaire. Depuis toujours, la culture populaire nous a amenés à croire que les pyramides ont été bâties grâce au travail acharné et au sacrifice de milliers d'esclaves. Cependant, cette théorie est sans fondement sur le plan historique. À cette époque, il n'y avait pas d'esclaves en Égypte. La construction de ces tumulus est donc l'œuvre d'hommes qualifiés, possédant les connaissances techniques nécessaires et résolus à atteindre leur objectif. C'est dans cette optique qu'Elio Diomedi a entamé sa recherche. Il imagine un site de construction où règne une parfaite harmonie, où les différents spécialistes collaborent pour gagner du temps et de l'énergie. Plutôt qu'employer la force brute, il privilégie la réflexion et non qu'une motivation, atteindre le but qu'ils se sont fixés. Cette motivation touche également les femmes, qui participent activement à la construction de ces sublimes édifices. Le projet des Égyptiens est de rendre hommage au pharaon de la plus belle manière qui soit, puisqu'il est le représentant des dieux sur terre. Ce sont donc les moyens humains qui ont rendu possible le projet. Selon les hypothèses de Diomedi, la construction des pyramides nécessite une équipe de spécialistes hautement qualifiés. Cela comprend entre autres les tailleurs de pierre, ceux qui les hissent au sommet, et enfin ceux qui les polissent et les mettent en place sur le monument. Dans ses recherches, Diomedi prend en compte les contraintes liées à l'époque, à la main-d'œuvre et aux moyens techniques existants. Ces moyens doivent obligatoirement être très fonctionnels. Il faut que les matériaux utilisés soient facilement accessibles et capables de s'adapter aux caractéristiques morphologiques du sol, pour éviter toute dépense inutile de matières premières et d'énergie. En tenant compte de ces critères, Diomedi base ses hypothèses sur une seule idée, la simplicité. Ainsi, loin d'être un obstacle, le dogme concrétise l'idée simple de bâtisseurs qui un jour ont décidé de défier les millénaires à travers leur ouvrage. Malheureusement, à ce jour, aucun témoignage direct ne fait mention des méthodes de construction de la pyramide de Khéops. Les premiers écrits qui nous soient parvenus sont l'œuvre de l'historien grec Hérodote. Après un voyage en Égypte effectué en l'an 500 avant Jésus-Christ, il décrit brièvement les méthodes employées. La deuxième description nous vient de l'historien Diodore de Sicile, qui, 500 ans plus tard, confirme partiellement les informations fournies par Hérodote. Tous deux parlent de traîneaux et de plans inclinés. Hérodote, quant à lui, évoque un troisième élément qu'il décrit comme de courtes pièces de bois. Cependant, il ne précise ni leur forme exacte, ni leur fonction. Lorsque ces deux historiens découvrent la Grande Pyramide, elle est encore bien plus impressionnante qu'aujourd'hui. À l'époque, le parement composé de pierres calcaires finement travaillées est encore intact. Par conséquent, le soleil qui vient frapper les parois de la pyramide la fait briller de mille feux. Les deux voyageurs auront certainement été émerveillés par cette incroyable structure et se demandent, comme nombre d'entre nous aujourd'hui, comment un tel édifice a bien pu être érigé. Un important tremblement de terre survient vers l'an 1200 après Jésus-Christ et entraîne la chute des blocs de parement. Les pierres sont donc ramassées et réutilisées pour la construction de nombreux bâtiments et mosquées de la ville du Caire. Aujourd'hui, il n'en subsiste plus que quelques blocs situés à la base de la pyramide. Depuis de nombreuses années, les spécialistes tentent de comprendre comment utiliser au mieux les témoignages des deux historiens grecs pour résoudre l'énigme de la construction des pyramides. L'utilisation de traîneaux semble logique, celle des plans inclinés aussi.
Mais à quoi pouvaient donc servir les courtes pièces de bois? Quelle était leur fonction? Ces rondins sont la pièce manquante du puzzle pour tous ceux qui se sont penchés sur le problème. Les hypothèses suggérées jusqu'à ce jour ne fournissent aucune explication pratique et rationnelle au vu des contraintes imposées par le site. En se penchant sur les théories avancées par d'autres spécialistes, Diomède n'a conservé que 2 solutions. Néanmoins, il doute fortement de leur efficacité. La première avance l'utilisation de traîneaux pour transporter les blocs de pierre. Pour que les traîneaux glissent plus facilement, cela entraînerait l'aménagement d'un chemin recouvert de boue. Si cette théorie s'avérait réalisable, elle impliquerait une manœuvre très importante. En effet, même si le chemin était glissant, le frottement serait tel qu'il faudrait appliquer une force énorme pour contrebalancer la force d'inertie. De plus, la boue humide aurait pour effet de ramollir la terre. Par conséquent, le traîneau lourdement chargé s'enfoncerait dans le sol. Rapidement, il deviendrait impossible à manœuvrer. La seconde solution, que l'on retrouve dans de nombreuses théories, évoque l'utilisation de rondins en bois placés sous le traîneau décrit plus haut et qui en faciliterait le déplacement. Dans ce cas, le frottement serait nettement moindre. Mais cette méthode entraîne d'autres complications d'ordre pratique. Les rondins doivent impérativement être cylindriques et le chemin emprunté parfaitement plan et compact. Dans le cas contraire, les rondins s'enfonceraient dans le sol sous le poids des énormes blocs de pierre. De plus, si les rondins ne sont pas bien alignés, ils risquent de s'enchevêtrer, ce qui entraînerait des problèmes évidents. Pour avoir déjà déplacé de l'équipement industriel pesant plusieurs dizaines de tonnes, notre spécialiste italien parle en connaissance de cause. Il sait que des rouleaux, même métalliques, parfaitement cylindriques et placés sur un revêtement plan, dévient sur le côté après seulement quelques mètres, rendant le transport extrêmement difficile. Ces théories visent à expliquer comment les anciens Égyptiens ont pu construire l'édifice à proprement parler. La théorie suggérée par Elio Diomède explore plutôt la façon dont ils ont réalisé une véritable œuvre d'art. Il ne souhaite donc pas affirmer que ces solutions sont effectivement celles adoptées par les bâtisseurs de l'époque. En ce qui concerne le temps qu'a nécessité la construction, le projet de Diomède se doit d'être conforme aux témoignages historiques à notre disposition. Dans ses chroniques, Hérodote rapporte que la pyramide aurait été construite en 20 ans. D'après une étude faite par Diomède, cela semble plausible, si toutefois les architectes ont planifié le chantier dans les moindres détails. Cela implique une organisation logistique sans faille, de l'extraction des pierres à la coordination du transport, sans oublier la mise en place des blocs sur l'édifice. La pyramide est constituée de plus de 2 millions de blocs de pierre. Sa construction a duré 20 ans, soit approximativement 7000 jours. 2 millions de blocs pour 7000 jours de travail. Cela nous donne un résultat de 350 blocs à transporter chaque jour. C'est un chiffre considérable, étant donné le poids de chaque bloc. Ce chiffre paraît d'autant plus impressionnant lorsque l'on se penche sur la structure interne de la Grande Pyramide. Ainsi, la chambre située au cœur de la pyramide, et que les Égyptiens appellent Djed, est constituée de monolithes de granit aux proportions monumentales. Chacun de ces énormes blocs pèse près de 50 tonnes. Or, ils sont situés au centre de l'édifice, à 40 voire 60 mètres de haut. Leur transport et leur mise en place au sein de la pyramide posent un problème vraiment insoluble. La chambre du roi, qui mesure 10 mètres de long, 5 de large et 5 de haut, est située juste en dessous de la tour. Elle est également constituée d'énormes blocs de granit rose qui ont été impeccablement polis et mis en place. Pour accéder à cette superbe chambre, il faut emprunter un couloir d'une inclinaison spectaculaire, mieux connu sous le nom de Grande Galerie.
Cette galerie a beau être faite à base de monolithes de calcaire, sa construction a demandé autant de précision et présenté autant de difficultés que celle de la tour de granit. Étant donné l'insuffisance des deux méthodes précédemment évoquées, quel système pourrait donc fournir une solution plus rationnelle et plus efficace pour résoudre ce mystère? Selon Elio Diomedi, les deux théories avancées par les spécialistes négligent un élément fondamental, les courtes pièces de bois auxquelles faisaient référence les historiens grecs. D'après lui, cet élément est primordial pour déplacer les traîneaux. Voici donc son idée. Ces pièces de bois ne sont ni plus ni moins que des traverses en bois dur, similaires à celles utilisées pour rassembler les rails des voies de chemin de fer. Ces traverses, une fois enduites de graisse animale, permettent de vaincre plus facilement l'inertie et de déplacer des charges extrêmement lourdes en les faisant glisser. Pour que les traîneaux glissent correctement, le graissage des traverses est de la plus haute importance. Par ailleurs, comme ce n'est pas une tâche excessivement ardue, elle peut être prise en charge par les femmes. Le traîneau glisse donc sur les traverses, disposées de manière transversale et écartées les unes des autres d'environ 1 mètre. Elles forment un chemin qui s'adapte parfaitement à tout type de terrain et évite l'élaboration préalable de plans complexes. Notons toutefois que ces traverses doivent former un chemin qui recouvre entièrement et de manière permanente toutes les pistes terrestres qu'emprunteront les blocs de pierre jusqu'à leur arrivée à la pyramide. Le traîneau, le plan incliné et les pièces de bois sont les 3 seuls éléments mis à disposition des spécialistes pour tenter de résoudre ce casse-tête. Pourtant, aucun n'a jamais réussi à trouver la bonne combinaison. En suggérant l'utilisation de graisse animale en guise de lubrifiant, Diomedi émet une idée à la fois simple et fondamentale. De toutes les hypothèses émises à ce jour, elle s'avère de loin être la plus efficace. De plus, dans ce contexte précis, la graisse animale fournit de bien meilleurs résultats que n'importe quel lubrifiant moderne. Grâce à cette nouvelle combinaison, il devient possible de transporter d'énormes blocs de pierre sans devoir mobiliser des milliers d'hommes et sans avoir recours à d'étranges théories qui ne correspondent pas au contexte historique, social et environnemental de l'époque. En ce qui concerne la présence en Égypte antique de traîneaux semblables à ceux dont parle Diomedi, le musée du Caire en abrite quelques superbes spécimens. Quant à leur utilisation pour le transport de charges lourdes, plusieurs hiéroglyphes de l'époque y font référence. Pour tester l'efficacité de son idée, le spécialiste réalise une première expérience à l'aide de maquettes et de poids à échelle considérablement réduite. Les résultats sont plus que satisfaisants. Et Diomedi décide de renouveler l'expérience avec des matériaux dont les proportions sont plus proches de la réalité de l'époque. Il commence par effectuer ses tests en Italie. Puisqu'il confirme l'efficacité de sa théorie, même avec des blocs de plus de 2 tonnes, il décide de répéter l'expérience, mais cette fois dans son contexte d'origine. Le site de Gizeh. Ci vuole altro gas però, ci vorrebbe tanto palestra. Ma forse vedi. Non c'è Yes. And you were lucky to find this. Il est important de préciser qu'il y a quelque temps déjà, Elio Diomedi a fait part de ses théories aux autorités archéologiques égyptiennes, suscitant ainsi leur intérêt. De cet intérêt croissant a découlé un échange permanent d'informations lors de réunions des délégations respectives, à la fois en Italie et en Égypte. Parallèlement, ces délégations avaient mis au point une technologie qui soutenait les théories du spécialiste italien. De plus, dès les premiers entretiens, une belle amitié est née entre Diomedi et le directeur des fouilles du site de Gizeh, le professeur Zahi Hawass. C'est grâce à l'intérêt qu'il porte au projet qu'en janvier 2000, un événement de taille marque l'incroyable aventure du chercheur italien.
Ancora. Ehi là. Un bloc de pierre de près d'1,5 tonne est progressivement tracté par 12 hommes sur le sol compact du plateau. Une fois les traverses graissées et l'énorme bloc de calcaire hissé sur le traîneau, 2 hommes suffisent pour déplacer facilement ce lourd chargement. Le transport des pierres est un élément fondamental de la construction de la Grande Pyramide. Dans mes recherches, je me suis inspiré d'Hérodote. Il a effectué un voyage en Égypte 500 ans avant Jésus-Christ et en a rapporté des informations sur les méthodes de construction. Dans son témoignage, il dit que des traîneaux, des plans inclinés et des pièces de bois sont nécessaires à l'édification. Je suis convaincu que ces pièces de bois sont en fait de simples traverses, disposées de manière transversale sous le traîneau. Leur fonction est de réduire le frottement avec le sol. La surface des traverses était très certainement graissée pour faciliter le déplacement des traîneaux. C'est une idée extrêmement intelligente. Personnellement, je ne sais pas si les anciens Égyptiens ont utilisé cette méthode, mais ça semble être l'hypothèse la plus logique à ce jour. Cette solution permet à 2 hommes de déplacer un bloc de 2 tonnes. Je trouve ça incroyable. Diomède est un homme brillant. Nous pensions en effet que les Égyptiens utilisaient un ou plusieurs traîneaux, mais nous ne savions pas comment. Grâce à cette méthode, les pierres peuvent être transportées très facilement. C'est peut-être bien la technique utilisée par les anciens. Réaliser cette expérience à l'ombre des pyramides, c'est nettement plus intéressant que de faire ça en Italie. Penchons-nous maintenant sur les blocs de calcaire utilisés pour la construction du parement extérieur de la pyramide et de la grande galerie, et sur les monolithes de granit qui constituent les chambres de décharge et la chambre du roi. Toutes les parois visibles et accessibles au toucher sont parfaitement équarries et polies. Le but des anciens était certainement d'obtenir la plus grande adhérence possible entre les blocs, donnant ainsi à la structure d'ensemble une stabilité exceptionnelle sans avoir à utiliser de ciment. Ce sarcophage, ainsi que les énormes blocs situés derrière moi, proviennent des carrières souterraines d'Aswan. Elles se situent à plus de 1000 km au sud du Caire. Comme vous pouvez le constater, ces pierres sont impeccablement taillées. Pour l'époque, la précision avec laquelle elles ont été travaillées est tout bonnement incroyable. Pour la préparation des pierres, le mot d'ordre est une fois encore la simplicité. Le principe de base est de travailler la pierre en la frottant contre d'autres blocs plus petits, reposant sur un lit de roches quartzifères et calcaires. Cette opération nécessite un solide cadre en bois, de la même dimension que la surface de la pierre à travailler. À l'intérieur de ce cadre, on dépose des blocs de pierre similaires, mais plus petits. Du calcaire et du sable sont déposés entre les 2 surfaces, et l'on peut donc imaginer un mouvement de va-et-vient qui aurait pour résultat de polir le bloc de pierre. Cette opération est très fatigante et mobilise une main-d'œuvre importante. Néanmoins, elle s'avère extrêmement efficace et permet d'obtenir les résultats souhaités par les bâtisseurs. Le polissage des pierres est effectué directement dans la carrière. Ainsi, une fois les blocs polis, ils peuvent être transportés jusqu'à leur destination finale et être directement mis en place sur l'édifice. C'est un moyen efficace d'optimiser la quantité de matériaux de construction disponibles. Comme nous l'avons vu,
les parties intérieures les plus sophistiquées du monument, à savoir les chambres de décharge et la chambre du roi, sont composées d'impressionnants blocs de granit rose. La carrière d'où sont extraits ces énormes blocs se situe à Assouan, à plus de 1000 km au sud de Gizeh. Tout ceci provient d'Assouan. Ce sont des blocs de granit de 16 tonnes. Les Égyptiens du Nouvel Empire les ont transportés de la carrière d'Assouan jusqu'ici en empruntant le Nil. Puis ils les ont déchargés dans un port. Nous avons découvert le port de débarquement de la pyramide de Khéops devant la vallée du Temple. Ensuite, ils transportaient les pierres jusqu'ici. Cette chambre est la plus parfaite et la plus silencieuse au monde. La carrière d'où sont extraits les blocs de calcaire ne se trouve qu'à 30 km du site de construction. L'exploitation se trouve à Toura, au sud de Gizeh et non loin des rives du Nil. Il est donc nécessaire de trouver un moyen de transport efficace pour acheminer ces blocs ainsi que les imposants monolithes vers la pyramide. Naturellement, étant donné que les deux sites d'extraction sont à courte distance du Nil, il semble le moyen le plus pratique et le plus rapide de transporter les blocs. En plus d'être source de vie et de nourriture pour les Égyptiens, ce large fleuve est parfaitement navigable et donc tout indiqué pour le transport des pierres. Bien que le transport fluvial semble tout à fait logique, il n'est pas si facile de comprendre comment les blocs ont pu être chargés à bord des embarcations. Imaginez un peu. Il serait tout bonnement impossible de hisser des monolithes et des blocs énormes sur un bateau se trouvant déjà dans l'eau. Le poids des pierres ferait immédiatement chavirer l'embarcation. Ici encore, il faut donc employer une technique adaptée au contexte. À peine extraits de la carrière, les blocs de pierre sont donc placés directement sur les traîneaux. Ils sont ensuite transportés jusqu'aux rives du fleuve grâce à un système de traverse identique à celui utilisé sur les rampes des pyramides. À l'aide de quais de chargement en forme de U, les blocs et leurs traîneaux sont placés sur une grande barque à fond plat, abaissée au niveau du sol et équipée de traverses. Chaque quai de chargement doit correspondre aux dimensions exactes des barques pour éviter qu'elles ne tanguent pendant le chargement. Une fois que le traîneau est en place et que son poids est uniformément réparti sur la barque, la traversée du Nil peut commencer. À l'arrivée, le débarcadère est équipé de quais et de traverses similaires à ceux de la carrière. Ainsi, les ouvriers peuvent décharger les blocs sans trop de difficultés. Notre chercheur italien a réussi à démontrer que son système de transport fonctionnait. Mais comment les anciens ont-ils réussi à ériger un monument aussi colossal? Pour tenter de trouver une réponse à ce mystère, commençons par prendre en compte les paramètres du projet. Tout d'abord, le terrain sur lequel sont construites les pyramides est un immense plateau de pierre. Une base extrêmement solide qui peut soutenir le poids énorme du monument. La première phase du projet consiste à niveler la zone nécessaire. Ensuite, il faut délimiter le périmètre de construction à l'aide de pierres préalablement taillées et polies que les ouvriers n'auront plus qu'à parfaire. C'est en fait le seul moyen d'obtenir un alignement parfait et de préserver l'exactitude des angles d'inclinaison. L'intérieur de ce périmètre est ensuite rempli de grès. Il représente le noyau central de l'édifice. Les rangs d'assises suivants sont bâtis selon cette même méthode. Tout d'abord, le périmètre extérieur est construit à l'aide de pierres de parement déjà polies et taillées. Puis on remplit de grès l'intérieur de l'édifice. Cette méthode permet de contrôler au fur et à mesure les différentes phases de construction et fait gagner de nombreuses années de travail.
Avec toute autre méthode de construction, il aurait fallu attendre que la pyramide soit entièrement construite pour poser le parement extérieur. Les plateformes en surplomb conçues par Elio Diomedi sont une solution satisfaisante qui permet de contrôler de l'extérieur la pose des blocs de parement. En toute logique, le système de traîneaux et de traverses est également utilisé pour le transport des matériaux aux différents niveaux et pour la mise en place définitive des blocs de pierre. Mais comment passer d'un niveau à l'autre sans avoir recours à d'énormes rampes ou échafaudages? De nombreuses théories visent à résoudre ce problème. Parmi elles, notons l'utilisation de rampes de sable compactées formant une spirale ascendante le long des parois du monument ou construites longitudinalement sur l'une de ses faces. Mais une analyse très simple prouve rapidement que cette théorie n'est pas plausible. Les dimensions considérables de l'édifice nécessiteraient une quantité de sable monumentale, ce qui accroîtrait grandement le travail des ouvriers. La pyramide est une véritable montagne de pierre. Sa construction a nécessité près de 2 500 000 blocs et son poids total est estimé à 6 millions de tonnes. Sachant cela, et si l'on considère l'utilisation de rampes extérieures, il aurait fallu pour les bâtir, puis pour les démanteler, un volume de matériaux 5 fois plus grand que pour la pyramide à proprement parler et pesant 10 millions de tonnes. Comme le montre cette maquette, cette expérience vise à démontrer l'énorme quantité de matériaux que requiert la construction d'une rampe de 1450 mètres de long. Pour faire une rampe de 600 mètres, j'ai dû utiliser 5 fois la quantité de matériaux nécessaires à la construction d'une pyramide. À ce stade, je trouve donc justifié d'interrompre l'expérience. Cette méthode n'est pas plausible. Seule une technique de transport efficace et rationnelle permettrait de dépenser un minimum de temps et d'énergie. Voici la solution proposée par Diomedi. Lors de l'érection des premiers niveaux, les blocs de pierre sont transportés sur une rampe extérieure construite le long du monument. Cette rampe latérale s'étend sur une face de la pyramide et sur toute sa longueur, à une hauteur maximale de 15 mètres. La pente ainsi formée n'est que de 6 degrés et permet donc de transporter aisément les blocs. Une fois la hauteur de 15 mètres atteinte, la rampe suivante est construite au sein même de la pyramide. Perpendiculaire à la première rampe, elle longe de l'intérieur la deuxième face de l'édifice. Comme elle est située à quelques mètres de la paroi, cela permet aux ouvriers de bâtir l'extérieur de cette deuxième face. À l'extrémité de cette rampe, à 25 mètres de haut, un large espace ouvert est aménagé pour faciliter le déplacement des traîneaux. Les troisième et quatrième rampes sont construites sur le même modèle que la deuxième et permettent d'atteindre la hauteur considérable de 40 mètres. Le but de cette méthode est de construire des rampes suffisamment solides où c'est des blocs de plusieurs tonnes. Ces rampes seront ensuite recouvertes par les blocs ainsi que par le parement extérieur pour former des galeries adaptées au transport des plus petites pierres. Avant cela, les énormes monolithes de granit servant à la construction des chambres de décharge sont hissés et mis en place. Ensuite seulement, les rampes sont recouvertes pour constituer les galeries de la pyramide. Au fur et à mesure qu'ils avancent, les ouvriers aménagent de petites ouvertures qui servent à éclairer les galeries et à les ventiler. En appliquant cette même méthode au niveau suivant, on obtient une sorte de spirale ascendante qui formera plus tard les galeries qui mènent jusqu'au sommet de l'édifice.
Nous pourrions comparer ces galeries inclinées à une sorte de gigantesque escalier en colimaçon construit le long du périmètre intérieur de l'édifice. Les traverses, ou pièces de bois, sont posées de manière permanente sous les rampes et restent en place jusqu'à la fin des travaux. La construction des passages intérieurs, des galeries, des diverses infrastructures et des chambres de décharge s'est donc faite petit à petit, un niveau à la fois, pour éviter toute utilisation de structures inutiles ou non viables. En ce qui concerne le pyramidion, il reste à déterminer comment il a pu être placé facilement au sommet de l'édifice. Concrètement, lorsque les ouvriers atteignent les derniers niveaux de la pyramide, il reste si peu de place pour manœuvrer que les rampes et les galeries ne serviraient plus à rien. Il serait tout bonnement impossible de bâtir de nouvelles plateformes extérieures. Pour résoudre ce problème, Diomède suggère la construction préalable d'une énorme structure en bois, légèrement plus haute que le sommet de la pyramide. Cette structure est composée d'une vaste chambre dotée d'une colonne interne qui soutient le pyramidion dans l'emplacement qui lui est destiné. La chambre est ensuite remplie de sable pour soutenir la structure. Un espace est aménagé pour permettre aux ouvriers de manœuvrer lors de l'édification des derniers niveaux de la pyramide. Ensuite, le sable est évacué par la partie inférieure de la chambre et le pyramidion s'abaisse pour reposer sur son socle. Précisons que, d'après les témoignages dont nous disposons, le pyramidion était recouvert d'or. Une fois ce tout dernier bloc en place, les ouvriers auraient tout simplement rebroussé chemin en refermant les galeries à l'aide de blocs de pierre. Cela expliquerait pourquoi il ne reste aucune trace des méthodes de construction employées. Grâce aux fouilles réalisées sur le site des pyramides, nous sommes parvenus à retrouver l'emplacement des carrières d'où provenaient les pierres. Nous avons aussi pu comprendre comment les anciens Égyptiens construisaient les rampes servant à acheminer les blocs. Il ne manquait qu'une pièce au puzzle. Comment faisaient-ils pour déplacer les pierres? Quelle était vraiment leur méthode? Quand j'analyse la théorie d'Héliodiomédis sur la façon dont les anciens Égyptiens transportaient les pierres, je la trouve très intéressante. Son idée est convaincante, beaucoup plus que toutes celles qui ont été avancées par d'autres spécialistes. Je trouve qu'Héliodiomédis a fait un travail formidable. Si je croyais en la réincarnation, je dirais que dans une vie antérieure, il a été l'architecte qui a conçu la Grande Pyramide. J'espère de tout cœur que les habitants de Civitanova sont heureux et fiers de compter un homme comme Héliodiomédis parmi leurs concitoyens. La fin de notre périple débouche sur une possible réponse aux problèmes auxquels ont dû faire face les bâtisseurs de la Grande Pyramide. Force est d'admirer l'exhaustivité des solutions, à la fois simples et logiques, proposées par Héliodiomédis. Ces théories sont le résultat d'un travail acharné, réalisé en toute modestie et visant simplement à suggérer une nouvelle méthode de construction de la pyramide de Khéops, à la fois simple et vraisemblable. Toutes les solutions proposées par ce spécialiste fonctionnent, qu'elles concernent les traîneaux, les pièces de bois ou les barques. Ce sont des méthodes fonctionnelles qui rendent possible l'exécution du projet dans la période de temps indiquée par les historiens
et qui ne requiert ni plus ni moins que les outils disponibles à l'époque. En se servant de sa propre expérience et en se mettant à la place de l'architecte des pyramides, Diomède a tenté de résoudre l'énigme de la création de cette structure millénaire. Sa solution rend justice à l'Égypte et au génie de ses habitants. Ce superbe édifice témoigne des merveilles dont l'homme est capable, s'il se laisse guider par la foi et la réflexion. Le soleil, le ciel et le majestueux plateau de Gizeh ont été les témoins privilégiés de cet événement exceptionnel. Le Nil, véritable cœur de l'Égypte, continue d'être source de vie, comme il l'était jadis. Le long de ses rives, le quotidien des Égyptiens semble immuable. Immuable comme ces splendides monuments, véritable gardien muet d'un secret qui nous montre toute la maîtrise technique, le savoir et la grandeur intellectuelle d'une civilisation en avance sur son temps. Une civilisation qui a accompli l'exploit d'ériger des monuments qui traversent triomphalement les millénaires. Un concept qui illustre parfaitement ce proverbe arabe: l'homme a peur du temps, mais le temps a peur des pyramides.